Yorana Kuraura, monter une association, c'est souvent une envie de s'engager, de rassembler et d'agir concrètement pour les autres. Mais entre l'idée et la réalité, il y a des règles, des démarches et des responsabilités à bien comprendre. Pour en parler, aujourd'hui, nous avons Corinne Curie, qui est directrice de la réglementation et des affaires juridiques du commissariat Yarana. Bonjour. Et de l'autre, nous avons Christophe Combette, inspecteur de la jeunesse et des sports du Haut-Commissariat, et Bonjour. Yannick Tevayarey, président de l'association Hotoareanoui Yarana, messieurs. Yorana. Ensemble, on va décortiquer étape par étape la création d'une association ici au Fénois. Créer une association, c'est parti. Créer une association, c'est possible pour tous à condition de savoir comment s'y prendre. Sport, culture, social, environnement, jeunesse ou même santé, ce sont plusieurs centaines d'associations qui ont vu le jour sur Tahiti. Attention, seules les associations déclarées peuvent disposer d'une personnalité morale, ouvrir un compte bancaire, signer des conventions ou solliciter des subventions publiques à certaines conditions. Mais quand on ne connaît pas toutes ces informations, soyons honnêtes, on se perd très rapidement. Alors essayons de tout comprendre sur les associations en commençant par sa définition simple. Corinne, c'est quoi une association finalement? Alors une association, c'est tout simple, c'est la réunion de deux personnes ou plus qui se mettent ensemble pour réfléchir, pour travailler, pour agir autour d'un objectif commun. Ça peut être dans n'importe quel domaine, sur n'importe quelle thématique. On peut être deux, on peut être 10 000. Il suffit d'être deux et ça peut être pour défendre un intérêt particulier, par exemple l'entretien des voiries ou une association de consommateurs, ou un intérêt plus général, ou un intérêt sportif ou culturel. Ça peut être des thématiques extrêmement diverses. Là, il y a des personnes, donc selon la définition, des personnes qui travaillent pour un objectif qui est commun. Mais finalement, Christophe, une différence entre l'association et l'entreprise, ça serait quoi? Alors, elle va être surtout au niveau budgétaire, on va dire, parce que donc l'association a le droit de faire des recettes, mais elle doit les investir, toutes les investir, sur l'objet de son association, contrairement à l'entreprise où on peut se partager le bénéfice. Donc, Le bénéfice est possible, Oui. mais il réinvestit automatiquement sur l'objet de l'association. Bien sûr. Donc, en fait, ça va vraiment être ça la principale différence entre l'entreprise et l'association. Quelles sont les raisons qui poussent les personnes à créer une association? Ça peut être divers et varié, comme on l'a vu. Yannick, de votre côté, l'association Hotoareanoui, elle a vu le jour pourquoi à la base? Et c'était les familles qui sont réunies justement, c'est que suite aux problématiques dans le quartier, il fallait prendre des décisions parce qu'à l'époque, les gouvernements de l'époque, ils faisaient comme ils voulaient, ils déplaçaient les familles. Et un jour, tout le monde s'est réuni sur un paquet, il fallait prendre la décision. Et j'étais là aussi, je ne m'attendais pas à être président de cette association. et voilà quoi. Et on s'est réunis. C'était ça le but, défendre les intérêts, le logement, concernant l'éducation de nos enfants. À l'époque, on déplaçait les familles. C'était ça le problématique sur Hotoaria. Sans demander l'avis des familles, et ces familles allaient dans les logements sociaux qu'ils ne pouvaient pas payer sans demander. Et aujourd'hui, justement, grâce à Hotoaria, notre association, maintenant, on fait partie des commissions des logements concernant dans le quartier. On fait partie des décisions, justement, pas le pays ou l'État. C'est ça qui est intéressant justement au niveau de notre association. Et quand il y a des réunions, on nous fait appel, on dit voilà, qu'est-ce que nous on en pense. On décide aussi l'avenir de nos familles dans le quartier. Bien D'où sûr. Hotoareanoui est né. Vos missions ont évolué au fur et à mesure. J'ai vu, Corinne, que tu voulais réagir. Oui, simplement pour dire que effectivement, les associations, à ce titre, sont des interlocuteurs privilégiés pour les administrations parce qu'elles défendent des intérêts. Et du coup, voilà, le président dit je fais maintenant partie d'une commission d'attribution. Donc, il y a des associations qui font partie des commissions officielles parce qu'elles représentent la société civile. Et c'est très utile à ce niveau-là d'être en association. Effectivement, il peut y avoir beaucoup d'importance au fur et à mesure des années. Mais si on revient sur la base, il y a des conditions, Corinne, pour créer une association, hormis celles qu'on a citées, à savoir avoir des missions, avoir des personnes au sein de cette association. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Non, ceci étant, le principe de base, ça reste quand même la liberté. Voilà, la liberté d'association, elle est inscrite dans la Constitution. Tout le monde a le droit de faire une association.
Ce principe, il est essentiel. Il suffit d'être deux et d'avoir un objet commun. Moi, si par exemple, demain, je veux créer une association des gens qui ont les cheveux frisés, par exemple, je peux le faire. Très belle association, soit dit en passant. Oui, et je vais au commissariat. D'abord, ce n'est pas la première étape. D'abord, je me réunis avec les autres membres de l'association. D'accord. On fait une assemblée générale. On vote des statuts. Et le compte-rendu de l'Assemblée générale et les statuts, on va les déposer au commissariat. Mmh. Et une fois que c'est déposé au commissariat, on a un récépissé et le haut-commissaire n'a aucun droit de regard sur mon association. Même s'il considère que c'est ridicule de faire une association de gens qui ont les cheveux frisés, ce qui ne serait pas le cas bien sûr, mais eh bien, il n'aura rien à en dire. La liberté d'association, elle est absolue. Alors, vous verrez quand même qu'on ne peut pas faire non plus des choses illégales, mais sur le principe, je peux faire une association, je vais la déposer en préfecture, je reçois mon récépissé et ensuite je suis une association déclarée. Effectivement, c'est un exemple parfait puisque là on parle de ces cheveux frisés par exemple. Bon, moi je n'ai pas les cheveux frisés, je peux faire partie de cette association si vous m'acceptez au sein de cette association, mais attention, on ne peut pas pousser le bouchon un peu trop loin, par exemple si on parle d'ethnie ou si on parle d'origine par exemple. Alors je n'ai pas le droit d'avoir une association qui est illégale. Si l'objet de mon association, c'est de dire que désormais, les gens frisés, je milite pour que les gens qui ont les cheveux frisés aient plus de droits que les autres, c'est interdit. Mais dans ces cas-là, le haut-commissaire, il ne va pas refuser la récépissé. Il va saisir le juge et c'est le juge qui dira non, cette association n'a pas le droit de se créer. Et plus grave, enfin pas plus grave, mais différent, si l'association a pour objectif de porter atteinte aux intérêts de l'État et de la République, dans ces cas-là, elle peut être dissoute, mais là, par le ministère de l'Intérieur. Bon, fort heureusement, vous vous en doutez bien, il n'y a pas des associations comme celle-ci qui s'ouvrent tous les jours et encore heureux. On va se concentrer sur des thèmes comme par exemple, Christophe, le sport, ça fédère beaucoup de personnes. Pareil, dans la même idée, une association, je dis une bêtise, de cyclisme. Si moi, je ne fais pas du cyclisme, mais j'adore le cyclisme et j'ai envie de les aider, je peux faire partie de cette association. Tout à fait. Donc, sur la Polynésie, il y a plus de 10 000 associations. Il y en a beaucoup dans le domaine du sport, effectivement. Et on va dire, le sport permet de démultiplier. En fait, il y a des fédérations et des clubs qui sont affiliés à ces fédérations. Et puis, il y avoir même des associations qui sont que sur une discipline. On parlait du cyclisme. Il y en a qui pourraient être que sur le BMX, par exemple. Donc ça, on peut démultiplier autant les associations. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas de BMX qu'on ne peut pas faire partie d'une association de BMX. Donc, on peut être cycliste, faire partie de l'association, comme on peut être papy d'un enfant qui est cycliste et qui veut aider l'association à se développer, à préparer des compétitions, à encadrer les jeunes, à déplacer les jeunes et à faire passer un message éducatif aux jeunes aussi. Alors, aux jeunes et aux moins jeunes, hein, parce que dans les associations, il n'y a pas que des jeunes. Et c'est bien les exemples parce que ça nous permet vraiment de pouvoir voir des choses concrètes. Restons sur le cyclisme. Ce qui est important et que Corinne a déjà pu dire auparavant, c'est que si je veux monter une association sur du cyclisme, mais seulement avec les vélos rouges, avec les petits trous, je peux être que deux, moi et un ami par exemple, qui aimons les vélos rouges avec les petits trous. Ça suffit largement. 2 personnes, c'est le minimum et vous pouvez être 10 000 encore une fois. Mais entre la réalité, entre l'idée et le concret, il y a toujours une petite différence. Yannick, ça s'est passé comme ça aussi pour vous entre vos envies, votre engagement et la réalité. Il y a quand même eu un gap, une différence? Oui, au commencement de création d'une association, puis à la longue, c'est là on voit qu'il y a certaines différences, mais il faut recadrer, il faut justement ramener au bon endroit. C'est ça les difficultés rencontrées aussi. Comment est-ce que vous faites pour vous y adapter? Puisque tu le disais tantôt, qu'au début vous parliez de cette problématique des familles qui se faisaient déplacer et aujourd'hui vous êtes allé encore plus loin dans votre engagement puisque vous veillez sur ces jeunes, vous avez parfois des messages de prévention contre tout ce qui est trafic de stupéfiants, drogue, etc. Donc finalement vous évoluez avec l'association et ses engagements? Oui, c'est tout à fait ça. Par exemple, il faut un statut et dans le statut, il faut mettre, par exemple, la question jeunesse. Dans nos statuts, à la question jeunesse, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec le DGS et social et autres, quoi. Si on met dans le statut ce que vous faites, justement avec les membres, tu es reconnu, tu peux le faire cette action. Par exemple, social, aider les gens, on peut le faire parce que c'est dans le statut. Et le sport, on peut le faire parce qu'on a mis dans le statut.
par exemple, s'occuper de l'environnement, on peut le faire parce que c'est dans le statut. Il faut que ça soit écrit dans le statut. Si pas écrit dans le statut, on peut pas le faire. C'est normal, c'est quelque part, quoi. Et tu me permets une transition parfaite avec Corinne. Ces fameux statuts, tu en as parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est les statuts d'une association? Alors, les statuts de l'association, ils disent le nom de l'association. Mhm. Ça, c'est la première étape. L'objet de l'association, pourquoi on se réunit. Les membres, les membres essentiels que sont le président, le trésorier, le secrétaire, les membres du bureau éventuels, et puis le statut définit le mode de fonctionnement. Qui compose l'Assemblée générale, comment sont répartis le droit de vote, tous les combien on va se réunir, quelle est la nature des actions qu'on veut mener. Voilà, c'est un petit peu notre règlement intérieur au sein de l'association. Dans ce sens, tu nous disais tout à l'heure que 2 personnes étaient nécessaires, donc président et secrétaire, par exemple? Président, trésorier, s'il y en a que 2, il y en a un qui a 2 fonctions. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est rare les associations de 2 personnes. Hein. Effectivement, peut-être au commencement, ça peut arriver d'avoir que 2 personnes, mais il me semble qu'il y a une règle comme quoi le président ne peut pas être trésorier, Non. enfin en tout cas, il ne peut pas cumuler les deux. Non, on n'est pas président et trésorier parce que c'est l'histoire du pouvoir et contre-pouvoir. Il faut pouvoir s'auto-contrôler. Voilà, donc c'est pas ces 2 fonctions qu'on peut cumuler. C'était une petite parenthèse sur ça. Est-ce qu'il y a des erreurs souvent commises, que ce soit dans la rédaction des statuts ou dans l'engagement, ou peut-être des idées reçues qu'on a au moment de créer une association où on se dit ça va, c'est pas trop de responsabilité, c'est une association. Ça vous arrive de tomber face à ce genre de cas, Christophe? Oui, alors les erreurs les plus concrètes sont souvent la déviance de l'objet, où on fait une association culturelle, mais c'est pour vendre des produits. Mhm. Donc c'est un détournement un petit peu de l'association. Donc c'est souvent les erreurs graves. On peut faire aussi une association sportive, mais pour vendre aussi des produits un petit peu pharmaceutiques ou des choses comme ça. Donc c'est la grande erreur. C'est-à-dire qu'on a un objet pour pouvoir rentrer dans les cases, mais on fait autre chose. Bien sûr. Et donc la problématique majeure est là. Du coup, quand on passe dans la problématique, quand on passe dans les demandes de subventions, c'est là qu'arrivent les problèmes, parce que quand il dit subvention, on dit aussi contrôle, et c'est là qu'on voit qu'il y a des problématiques majeures. Je suppose qu'il y a quand même une forme de surveillance, en tout cas pour ce genre de cas, Corinne. Il y a quand même une surveillance qui est mise en place où quand on se rend compte qu'il y a anguille sous roche, on commence à enquêter là-dessus? Alors, pas au niveau du greffe des associations. Mhm. Comme je vous le disais tout à l'heure, le mot d'ordre, c'est liberté. Donc, nous, on a les statuts, on reçoit les modifications des statuts, les actes de dissolution. Nous avons un rôle d'enregistrement, mais pas de contrôle. Par contre, s'il arrive que des adhérents d'une association nous signalent que l'association ne fonctionne pas conformément à ses statuts, ils ont la possibilité de saisir le juge. En fait, c'est la justice ensuite qui contrôle la façon dont fonctionne l'association. Et puis, sans aller jusque-là, c'est le contrôle des financeurs, qui est le premier des contrôles, c'est-à-dire que les financeurs, que ce soit l'État ou le pays, vont vérifier que l'association remplit bien son objectif. Bien sûr, c'est beaucoup de responsabilité finalement, Yannick, d'avoir les rênes d'une association. Il faut pouvoir non seulement correspondre à ses responsabilités, mais aussi aux attentes des membres. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Oui, c'est beaucoup de responsabilités parce qu'il y a des réunions, des assemblées générales, des réunions du membre du CA et tout ça, il faut organiser. C'est le président qui doit déclencher tout ça. Au début de l'année, pour bénéficier des subventions, il faut faire un CA, conseil d'administration, et valider par assemblée générale. Quels sont les objectifs cette année? Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Tout ça, une fois validé, c'est là on peut demander aux financeurs la subvention pour l'année, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est toute une procédure à suivre et ça, il faut bien faire attention quand c'est le rôle du président à vérifier. C'est le dernier personne qui doit vérifier tous les documents avant de partir. Alors, prenons un exemple totalement fictif. Bien sûr, une association qui promet tel ou tel projet et finalement ce projet n'aboutit pas. En tout cas, les engagements ne sont pas respectés. Corinne, je suis membre de cette association. Je peux faire quoi que ce soit, venir pouvoir faire en sorte que cette association respecte ce pourquoi elle s'est engagée? Non, parce que en tant qu'adhérent, quand en début d'année on se fixe des objectifs, ce sont des objectifs. Après, l'association, c'est pas un contrat qui la lie à ses adhérents, c'est tout le monde ensemble qui faisait avancer le projet. Si le projet ne peut pas avancer, on ne rend pas des comptes, c'est pas une prestation de service, c'est pas une entreprise. Je paye pas l'association comme une entreprise pour qu'elle vienne parler chez moi, par exemple. Bien sûr. Voilà, là, je pourrais demander des comptes. Mais l'association,
c'est un collectif. C'est pas parce qu'il y a un président que c'est de sa faute à lui si ça ne marche pas comme voulu. Donc, il y a un rapport moral en fin d'année. Si les objectifs n'ont pas été tenus, le rapport moral ne sera peut-être pas voté. Peut-être que le président sera démis. Mais voilà, c'est la vie de l'association. Bien sûr, tout fonctionne à la confiance, finalement. Et s'il y a ce manque de confiance, le président peut partir, peut être démis de ses fonctions. Ou sinon, on part de cette association, tout simplement. Ça peut arriver. Si on se tourne justement du côté de l'argent, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, une association peut avoir des ressources financières, Christophe. Tout à fait. C'est même très rare qu'elle n'en ait pas. Donc, elle peut faire effectivement... avec un fonctionnement propre, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion déjà dans une association, c'est obligatoire. Mais même si elle est de 1 franc, elle est obligatoire. Donc, les membres de l'association participent financièrement à l'association. Et après, il peut y avoir des demandes de subventions publiques, d'une part, au niveau du pays ou au niveau de l'État. Et il y a des fonds très spécifiques d'aide aux associations. Par exemple, au niveau de l'État, il y a le Fonds de développement de la vie associative qui permet d'avoir donc jusqu'à 42 millions, par exemple, par année. Donc ça, c'est pour le total, c'est pas par association, je vous rassure, et qui est réparti donc en fonction des projets de l'association. Et ce fonds peut même aider, et c'est le seul fonds de l'État qui le permet, d'avoir une aide au fonctionnement. C'est-à-dire que chaque association, comme celle de Yannick, ils ont des frais de fonctionnement du siège électrique, des factures, on peut aussi aider de ce côté-là. Donc les associations peuvent avoir l'aide de l'État et du pays au niveau financier. Et après, c'est effectivement le contrôle qu'on va faire de ça. Je veux comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de demandes, enfin en tout cas c'est une demande morale, ce n'est pas forcément une obligation, mais Yannick, comment est-ce que vous faites pour être le plus transparent possible auprès de vos membres, puisque comme on le disait avec Corinne, ça se joue beaucoup sur la confiance, donc je suppose que vous mettez en place des choses là-dessus, une fois par an, une fois par mois, comment est-ce que vous mettez les choses en place? En gros, c'est 1 ou 2 fois dans l'année, comme je disais tout à l'heure, c'est l'Assemblée générale. Et à l'Assemblée générale, justement, quand on fait des bilans, et on rend les bilans, chacun a les bilans, on les envoie les documents, voilà ce qu'on a fait l'année dernière, voilà ce qui s'est passé, et voilà les crédits, l'argent qui a été utilisé pour ça. Et tout le monde sont au courant. Et puis, pour l'année qui arrive en cours, on prépare un budget aussi, les dépenses, tout ça, et on envoie aux membres avant l'AG. Quand les gens arrivent, ils savent, voilà le montant de la subvention ou le montant global qu'on doit investir cette année pour l'association. Et comme je disais, on valide à l'Assemblée générale. Et tout le monde doit être là, il doit voter et dire, voilà, et on est d'accord sur ce montant qu'on va investir cette année pour le bien-être de l'association, pour faire fonctionner l'association. Et une fois c'est fini ça, c'est le rôle après du président de mettre en application. Ça veut dire que le président doit faire toutes les démarches et tout l'argent qui a été validé, et puis il faut faire les demandes de subvention tout dans l'année, et voilà, c'est tout un tralala, quoi. Mais les membres de responsabilité. Comme tu disais, responsabilité quelque part, et il faut que les membres, ils ont des tableaux, ils ont des chiffres écrits, des bilans, on appelle ça des bilans moraux et bilans financiers. Les membres, ils devaient avoir ça, ils ont accès à tout moment. Ceux qui n'ont pas, ils peuvent venir chercher à l'association et voir. Ils ont tout le droit. À partir du moment où tu es membre de l'association, tu as payé ton adhésion. Je vois que tout le monde veut réagir. On va commencer d'abord par Christophe. Oui, donc pour repartir aussi sur les responsabilités du président, c'est que les subventions peuvent être directes, c'est-à-dire avec des financements pour un projet, mais peuvent être aussi pour de l'emploi. Et du coup, le président se transforme tout de suite en chef d'entreprise. Parce qu'il n'est pas une entreprise, mais il devient employeur avec toutes les mêmes règles que du Code du travail. Donc, il y a des financements, certes, pour des projets, mais aussi pour des emplois, pour développer des projets. D'accord, ça c'est super intéressant. Donc, je suppose qu'il faut que l'association ait quand même une certaine existence, un certain impact. Je vois, Corinne, tu voulais aussi réagir? Non, je trouvais que c'était très intéressant ce que disait le président, parce qu'en fait, une association, c'est l'école de la démocratie. On vote, on adhère, on adopte un budget, on le met en œuvre, et moi, je peux que pousser les jeunes à faire partie d'associations. Parce que c'est là qu'on apprend, finalement, vous faites comme les élus à l'Assemblée de la Polynésie, vous votez un budget, vous faites un rapport moral, vous rendez des comptes. Et je trouve que c'est un excellent
Un excellent exemple pour tout le monde, oui. Bien sûr, de démocratie, à condition, bien sûr, de ne pas tomber sur un dictateur ou une dictatrice On est d'accord. Au poste de président. Créer une association, c'est surtout construire un projet commun, durable et utile, tout en respectant ses engagements auprès de ses membres. C'est très important. Pour terminer, nous avons reçu Adeline Goberti, qui est juriste de la DGAE. Yaorana, je m'appelle Adeline Goberti et je suis juriste à la Direction Générale des Affaires Économiques, la DGAE. La reconnaissance d'intérêt général, c'est un statut officiel accordé par la Polynésie française à certaines associations qui mènent des actions utiles. Elles sont accordées donc à des associations qui ont un objectif d'intérêt général, un but non lucratif et qui interviennent dans des domaines tels que le social, la culture ou encore qui mènent des actions intéressantes pour le développement de la Polynésie française. Cette reconnaissance, elle est importante parce qu'elle aide les associations à se financer. Elles vont pouvoir percevoir des dons en espèces de la part des entreprises et pour ces entreprises, les dons versés vont être déductibles de leurs bénéfices imposables dans la limite de 3 pour 1000 par chiffre d'affaires réalisé. Ça permet donc d'encourager les entreprises à effectuer des dons et aide les associations à se financer. Et en plus de ça, c'est aussi un gage de confiance et de sérieux pour les partenaires et les donateurs. Alors, pour faire une demande d'intérêt général, les associations ont certaines conditions à remplir et notamment avoir leur siège ou établissement établi en Polynésie depuis au moins 2 ans. Elle doit également avoir un objet non lucratif et exercer une mission d'intérêt général. Elle doit également respecter les obligations prévues par ses statuts. Si toutes ces conditions sont réunies, elle peut constituer un dossier de demande complet qui est ensuite à déposer à la Direction Générale des Affaires Économiques, administration auprès de laquelle il est possible d'avoir toutes les informations et la liste des pièces à fournir. Alors, il faut savoir qu'en principe, les loteries et jeux d'argent sont interdits. Mais il existe des exceptions, notamment pour les associations qui mènent des actions sportives, culturelles, de divertissement, etc. À condition par contre d'avoir obtenu une autorisation préalable de la Direction Générale des Affaires Économiques. Il faut également que tous les lots soient des lots matériels, donc des objets. Les autorisations vont varier en fonction du type de loterie ou de tombola organisée. Pour les bingos, les règles sont plus strictes puisque l'association doit faire une demande d'agrément et sera soumise à certaines obligations et doit être accompagnée de l'avis favorable du maire de la commune où aura lieu le premier tirage. Attention, pour les bingos, il y a également des démarches supplémentaires à faire auprès de la DICP. Alors, une association peut vendre de l'alcool dans le cadre de fêtes, kermesses, manifestations, notamment pour financer des actions mises en œuvre dans le cadre de son objet statutaire. Par contre, il faut qu'elle ait une licence de débit de boisson temporaire. Cette licence de débit de boisson, elle est à demander auprès de la DGAE ou de la circonscription administrative compétente et la demande doit être faite au moins 1 mois avant la date de la manifestation, sinon elle ne sera pas traitée. Et il faut qu'elle soit accompagnée de l'avis favorable du maire de la commune. Les personnes qui vendent des boissons alcooliques sans détenir une licence de débit de boisson s'exposent à des sanctions importantes. Et comme d'habitude, en fin d'émission, les meilleurs sites internet ou les meilleurs livres, aujourd'hui on va se contenter de sites, c'est maintenant. On commence avec polynésie-française.pref.gouv.fr. Vous avez l'habitude, c'est le site du Haut-Commissariat. Vous y retrouverez les différentes étapes de la création d'une association, en plus condensé bien sûr que cette émission, avec la rédaction des statuts, le nom, le siège, l'objet, la durée de l'association, mais aussi le statut des membres et bien d'autres. Vous avez même des modèles disponibles, si c'est pas beau. Et puis on termine avec le site de la DGAE, service-public.pf/DGAE. Alors un site un petit peu spécial puisque ça va parler surtout des demandes et des formulaires pour les associations d'intérêt général. Et on va terminer sur cette dernière question puisque Yannick, l'association Hotuarea Nui est une association d'intérêt général. C'est quoi le changement rapidement par rapport à une association dite basique ? Intérêt général, qui le dit bien son nom. Aujourd'hui, à l'époque, nous on travaillait que pour la commune de Faa. Maintenant, on travaille avec toute la Polynésie. C'est pour ça intérêt général qui veut aussi à ça et qui permet aussi de bénéficier des défis, par exemple des entreprises qui veulent financer, aider l'association,
par l'intermédiaire de l'association, il peut bénéficier des choses on peut. C'est ça qui change un petit peu. Et au niveau par exemple, nous, on a des salariés. Et ça permet aussi tous les mois que les salariés sont pérennisés au niveau de leur salaire, quoi. Voilà un petit peu que, comme c'est une association sociale et jeunesse, éducation sociale et jeunesse, ben, ça nous permet, au niveau des FSE du pays, qui pourrait partir au moins que les salaires du personnel doivent être réglés le plus tôt possible. Voilà un petit peu les avantages qu'on a aujourd'hui, entre guillemets. Vous vous entendez bien, aujourd'hui on parle de la création d'associations. Toutes les associations ne sont pas forcément d'intérêt général ou d'utilité publique, c'est encore un autre sujet. Donc on a préféré éluder cette partie-là et vraiment se concentrer sur la création en général. Merci beaucoup Christophe et Yannick d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Et merci Corinne pour tous ces détails que tu nous as apportés. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. 18h, votre V à Tahiti. N'oubliez pas, bon appétit si vous êtes à table. Maururu totato faririra, terahoma parhayana.